Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur les nouvelles des perquisitions chez Véran, Buzyn, Salomon, Ndiaye et Philippe. Aujourd'hui, le sujet va être du très lourd. Les perquisitions chez Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Jérôme Salomon et Sibeth Ndiaye. Maître Divisio, l'avocat de l'énorme collectif de médecins C19, a déposé 84 plaintes à la Cour de la justice de la République, dont certaines furent jugées recevables. À la suite de ces plaintes sont arrivées des perquisitions très rapides le lendemain de la pseudo-interview du chef de l'État le 15 octobre dernier. Vous allez très vite comprendre que là, ils doivent beaucoup moins rire dans leur château. Préparez les popcorns parce que là va vraiment y avoir du sport. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur tous les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite tous sur Odyssée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube, mais sans absolument aucune censure. Et avec des récompenses pour aider tous vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 41 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Venez aussi nous rejoindre dans l'association Bon Sens pour mener des actions collectives de très grande ampleur. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite et je vous promets, ça va monter crescendo, très haut et on va atteindre des sommets qui se croyaient protégés. Alors bon visionnage mes amis et force et honneur. Et avec moi sur le plateau aujourd'hui, maître Fabrice Divisio. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes avocat, spécialiste des questions de santé, mais également conseil du collectif C19. C'est un collectif de soignants, mais aussi d'une association de victimes du Covid. Vous avez déposé plusieurs plaintes à la Cour de justice de la République, notamment. Et jeudi, patatras, le matin, Jean-Jacques Bourdin ne peut pas faire d'émission. Jérôme Salomon a disparu. Il est assigné à résidence, si je peux m'exprimer ainsi, perquisition. Effectivement, des perquisitions menées au domicile et bureau d'Olivier Véran, Jérôme Salomon, mais aussi Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye. Vous étiez au courant ? Ah bah non, j'étais pas au courant, évidemment que non. Le principe en France, c'est vraiment le secret de l'enquête. Ceci dit, même si j'étais pas au courant, c'est pas non plus surprenant, puisqu'il y a deux éléments. D'abord, je les ai demandés, c'est le naturel, si on veut la vérité, c'est ce que je m'évertue à essayer de répéter depuis le premier jour, en disant la vérité en matière judiciaire. On la demande pas. On va la chercher. Rappelons-nous qu'Agnès Buzyn elle-même avait mis sur la table, finalement, à un moment donné, au moment où elle partait, elle quittait, on ne savait plus trop. Elle a dit, mais moi j'ai alerté tout le monde, j'ai donné les informations et finalement personne n'a réagi. C'est parti de cette affaire. Elle a fait finalement la lanceuse d'alerte. Je me tourne vers quelqu'un qui connaît ces questions. Et donc finalement, elle-même a lancé finalement cette affaire. Donc aujourd'hui, on est au cœur d'un enjeu judiciaire. Hier, j'avais un magistrat qui me disait sur une antenne, Philippe Bilger me disait, c'est pas très élégant ces perquisitions. Mais depuis quand la justice est élégante ? La justice pénale, elle n'est pas là pour être élégante. La justice pénale, elle est vraiment là pour être efficace. 84 plaintes avaient été déposées contre ces membres du gouvernement à l'époque. Ces perquisitions donc en cours qui se déroulent pour l'instant sans incident. Elles expliquent notamment l'absence de Jérôme Salomon, attendu ce matin sur BFM TV. Et on vous l'annonçait tout à l'heure, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, devait être l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Il a été victime d'un problème personnel de dernière minute. Il ne pourra donc pas répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Oui, il n'était pas au rendez-vous avec Jean-Jacques Bourdin ce matin, ce qui arrive jamais. Et on n'a pas su pourquoi, à ce moment-là, on a parlé de problèmes personnels. Dépôt des plaintes en mars, ouverture de l'instruction en juillet, audition en septembre-octobre. 15 jours plus tard, perquisition, y compris chez des personnages inattendus. Sibeth Ndiaye, c'est inattendu. On voit bien qu'à partir du moment où la ministre de la Santé à l'époque, une fois qu'elle a quitté son ministère, qu'elle a été candidate, qu'elle a été au cœur de la campagne et qu'à un moment donné, elle a pu dire « Moi, finalement, j'ai dit ce qui est en train de se passer. » Parce qu'effectivement, mon mari lui-même, rappelons-nous que son mari était quand même quelqu'un qui était aussi ex-patron de l'INSERM, qui avait été relativement lié, pour pas dire très lié, à la création du laboratoire, d'où serait parti, enfin en tout cas malheureusement, ce virus. Et encore plus inattendu, peut-être Olivier Véran, qui est toujours en fonction et qui est toujours ministre de la Santé. Parce qu'Olivier Véran, d'une certaine façon, l'instruction a été ouverte contre lui. Alors, c'est surprenant sur le plan politique, c'est surprenant sur le plan du timing, on peut en débattre, mais finalement, sur le plan judiciaire, pas tellement. Mais il y a une volonté, si vous voulez, qui ressort de ces perquisitions qui est plutôt rassurante sur le fond. C'est d'une justice qui ne se laisse pas compter,
et qui a décidé de faire le job. En déposant les plaintes, si vous voulez, ce que j'avais dit depuis longtemps, c'est que les commissions d'enquête parlementaire servaient à rien et que si on voulait la vérité, il fallait qu'on passe par des actes coercitifs comme les perquisitions qu'on avait demandé au-delà des auditions, et donc on y est. Si vous voulez, maintenant ce qui va se passer, c'est que donc on a saisi les éléments que la justice estime pertinents, dont les ordinateurs, et on va exploiter leur contenu et voir ce qu'ils contiennent, et notamment, en particulier, les échanges de mails, par exemple. Les plaintes que vous avez déposées reposent finalement sur quelles accusations, sur quelles suspicions? Elle repose d'abord sur des aveux. On va pas l'oublier. Ce qu'elle cherche, c'est à savoir qui savait quoi, en fait. Puisque Madame Buzyn, vous vous souvenez, a dit qu'elle avait adressé des mails au président de la République et au Premier ministre. On cherche à savoir quel est le contenu de ces mails. De la même façon, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles sont les notes qui seraient remontées de la Direction générale de la Santé vers le ministère sur l'état des stocks de masques, par exemple. Ce qu'on veut, c'est des éléments concrets aujourd'hui. Je ne critique pas une gestion de la crise. Et si on commence à comparer les pays européens, trouvez-moi un pays où vous avez un ministre de la Santé à peine sorti, qui va dans les colonnes du Monde, dans un journal du soir, à grand tirage, et qui vous explique « Moi, je savais tout, mais ils n'ont rien fait ». Je savais être celui qui a ça. Je fais référence ici aux déclarations de Madame Buzyn dans le journal Le Monde du 17 mars. Je m'appuie sur ce que dit Madame Buzyn. Je l'ai toujours dit. Madame Buzyn, effectivement, elle-même vous dit que concrètement, elle a adressé des mails, elle a tiré la sonnette d'alarme et que quand elle est partie, elle savait le tsunami qui allait s'abattre devant nous. À partir de là, il importe de savoir pourquoi elle le savait, et elle dit avoir transmis des informations au ministre, au Premier ministre et au Président de la République. Qu'ont-ils fait de ces informations ? Et que contenaient ces informations. Vous avez un ministre de la Santé à peine sorti d'exercice, qui était là dans les premiers temps de la crise, et qui va venir vous expliquer que finalement, elle avait alerté les chefs de l'État et les chefs du gouvernement qui ont choisi de s'écarter, qui ont choisi de ne pas agir, de s'abstenir. Voilà. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de lui donner crédit quant à ses propos. Je suis entièrement satisfait, d'autant pour deux raisons. D'abord parce que la justice prend ses plaintes au sérieux, mais ensuite parce que finalement le sentiment qui a été celui de mes clients lorsqu'ils ont été auditionnés devant la Cour de justice de la République a été confirmé, à savoir que la justice prenait précisément au sérieux ces plaintes. Il faut savoir que mes clients médecins ont été auditionnés 2 fois 6 heures quand même par la Cour de justice. La Cour de justice de la République a accepté les plaintes et continue l'enquête dans le cadre de cette gestion de crise qui pose évidemment beaucoup de questions, que ce soit au début en mars, mais dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre avec ce couvre-feu maintenant et les urgences toujours engorgées ou du moins dans le rouge. Le motif de nos plaintes, il repose sur les déclarations de Madame Buzyn qui tendent à être corroborées, en effet, par un certain nombre d'indices un peu troublants, et au titre desquels, par exemple, à propos de la commande de masques, moi je m'étonne, puisque j'ai demandé, vous savez que avec insistance, une espèce de persévérance, je suis quelqu'un qui lâche pas facilement, et donc j'ai demandé, j'ai redemandé, j'ai menacé un peu plus fort, et j'ai obtenu les bons de commande. La plainte est déposée au nom de médecins qui sont réunis en collectif, c'est le collectif C19, qui se battait contre l'épidémie, qui continue d'ailleurs, mais qui se battait au mois de mars sans masque, sans rien. Et quand Madame Buzyn a déclaré, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, on faisait contre mauvaise fortune bon cœur, si je puis dire, en disant, bon, on n'est pas très bon, mais c'est comme ça. Je constate que la DGS a commandé les premiers masques en mars, après le confinement. C'est pas moi qui le dis, c'est les documents qu'ils m'ont donnés. Alors, si ça c'est vrai... C'est aux alentours du 20 mars. Ouais, aux alentours du 20 mars. Je veux dire, si ça c'est vrai, bah, c'est dommage, quoi. Parce que donc ça veut dire qu'ils n'ont pas commandé avant. Ça veut donc dire que c'est volontairement qu'on s'est abstenu de prendre les mesures pour des raisons électorales ou que sais-je, et que c'est parfaitement inadmissible, et que dans ce contexte, ils ont déposé plainte pour avoir la vérité. Si vous voulez, ce qui est important de comprendre, j'entends ça et là de dire qu'on recherche des coupables, non, on recherche une vérité. Parce que donc ça veut dire qu'ils n'ont pas commandé avant. Et c'est quand même un gros problème s'ils n'ont pas commandé avant. Ça corroborerait finalement ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui en même temps dit « j'ai commandé moi les masques ». Bah oui, absolument, c'est ce que le risque judiciaire... en tout cas pour ce qui concerne pour tout le monde d'ailleurs, c'est l'abstention volontaire de combattre un sinistre, elle est punie d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années, avec une peine d'amende assez importante. Il ne m'appartient absolument pas de commenter des décisions d'une autorité judiciaire, absolument pas. En revanche, je peux tout à fait répondre à votre deuxième question sur la confiance que j'accorde à M. Olivier Véran ici présent. Sachez qu'elle est totale. Outre, bien entendu, ai-je besoin de le rappeler, que sur le volet judiciaire,
que je ne connais pas, ils bénéficient d'une totale présomption d'innocence. Ils ont le droit, tous ces gens, à la présomption d'innocence, mais en même temps, ils n'ont pas le droit à autre chose que la présomption d'innocence. Ils ne sont pas des sous-catégories de citoyens. Je reprends Jean Castex qui hier affirmait son soutien à Olivier Véran en rappelant la présomption d'innocence. Alors d'abord, il le soutient s'il veut, ce serait le moins qu'on puisse faire. Mais ensuite, effectivement, la présomption d'innocence, il a raison. Mais la présomption d'innocence, c'est une présomption. Alors, faut pas, je veux dire, ne nous cachons pas derrière notre doigt, hein. À supposer qu'une culpabilité soit avérée et qu'elle soit renvoyée devant la Cour de justice, nous avons une Cour de justice qui est probablement la juridiction la plus laxiste de France. Le taux de dispense de peine, le taux de condamnation de principe est largement supérieur à celle des juridictions de droit commun, ce qui veut dire que concrètement, ils encourent une peine de principe. Ils n'ont pas le droit à autre chose que la présomption d'innocence. Et dès lors, ce que je veux dire par là, c'est que comme Mme Buzyn s'embourbe dans ses déclarations et qui laisse quand même transpirer ou transparaître ou supposer une infraction potentielle, eh ben le rôle de la justice française, c'est d'aller chercher la vérité. Celui qui risque de prendre un peu pour tout le monde, comme c'est souvent le cas dans pareille affaire, ça a été le cas dans l'affaire sur contaminée, c'est le directeur général de la santé. Celui qui est exposé à un véritable risque judiciaire si la culpabilité devait être avérée, c'est Jérôme Salomon, parce que lui est jugé par des juridictions ordinaires, en fait. Il n'y a pas de gouvernement de la santé dans ce pays. Il y a une administration de la santé. Et c'est ça que révèle cette crise. Cette crise révèle que nous avons un pays qui est embourbé dans l'administration. Mais on peut se poser la question en fait du manque de contrôle sur l'exécutif, sur ces ministres qui n'en font un peu qu'à leur tête, ce président qui n'en fait qu'à sa tête, parce que le Parlement n'est plus que l'ombre de lui-même. Le Sénat reste encore un contre-pouvoir, mais à l'Assemblée nationale, c'est devenu une chambre d'enregistrement de ces mesures. Et finalement, là où l'Assemblée nationale devrait être un organisme de contrôle qui représente le peuple, qui serait là pour contrôler l'action ministérielle, l'action de l'exécutif, ce n'est plus le cas. On vous dit, Emmanuel Macron voulait réformer la Cour de justice de la République, Absolument. mon Dieu, très bien. Mais vous avez oublié quelque chose, madame, c'est que dans le projet de réforme, si la réforme était allée à son terme, la plainte n'aurait jamais pu aboutir parce que le projet du président de la République, c'est de ne punir les ministres que pour ce qu'ils avaient fait et pas pour ce qu'ils avaient omis de faire. Et donc ça veut dire que toutes les crises sanitaires successives ne pourraient plus aujourd'hui, effectivement, être jugées par la Cour de justice. Et je vais vous dire, j'ai signé une tribune dans le Figaro à ce sujet, en faisant un parallèle avec la guerre, puisqu'il paraît qu'on est en guerre, disait le général en chef des armées, disait qu'on était en guerre. Mais je vais vous dire, est-ce qu'on peut imaginer que le ministre de la Défense vienne vous dire, les chars, je sais pas, c'est pas moi. Les fusils, je sais pas. Moi, je compte pas les cartouches. Les tenues, je ne sais pas. C'est l'administration. À un moment, qui gouverne ? Qui gouverne ? On a également un ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est en guerre ouverte avec le parquet national financier, qui est en guerre ouverte avec des juges et en conflit d'intérêts ouvert, puisque ce n'est pas lui qui va devoir trancher, mais le Premier ministre Jean Castex dans cette affaire-là. Le Sénat a révélé qu'en février, il qualifiait de trou noir la gestion de la politique des tests. Ils ont comparé la politique avec l'Allemagne. Ils ont montré qu'en Allemagne, face aux premières alertes, Merkel avait tout de suite mis en place un protocole qui permettait de mettre des tests en mars. Et en France, on a eu un trou noir. Donc c'est M. Salomon et d'autres responsables politiques qui sont responsables de ce trou noir. Le ministre, qui est effectivement le représentant du gouvernement, ne sache pas quel est l'état des stocks de masques pour faire face à une épidémie. Est-ce que c'est une vraie question ? Alors, évidemment, ça pose un autre problème. C'est qui est le personnel avec qui je travaille ? Quel est le degré de confiance que je peux avoir dans le personnel avec qui je travaille ? Et donc, on a quoi ici ? On a un système dans lequel l'administration est totalement en roue libre. Deuxième chose, sur le matériel médical, personne n'est responsable. Moi, j'ai écouté toutes les auditions des commissions d'enquête parlementaire. Ils se renvoient tous la responsabilité. Personne n'est responsable de rien dans ce pays. Donc, on a des gens qui s'appellent des responsables politiques qui sont responsables de rien. Donc, c'est normal que les soignants, face à des gens qui demandent le pouvoir, parce qu'ils l'ont voulu le pouvoir, il n'est pas tombé du ciel, ont voulu le pouvoir, quand ils l'exercent, ne sont responsables de rien. Je vous rappelle que les hauts fonctionnaires sont nommés par le gouvernement et qu'ils sont hiérarchiquement effectivement sous la responsabilité des ministres. Et ben on s'aperçoit que c'est pas le cas. Et si vous voulez une réponse, si vous voulez une, comment je vais dire ça, vraiment une réponse à pourquoi on en est là, vous avez toute la réponse qui est là. Parce que l'administration a pris la place du gouvernement. Et on en vient à Buzyn,
qui effectivement, quelles que soient ses responsabilités que j'ignore, est une ministre, démissionne pour aller faire sa campagne, et après nous dit « Ah ben en fait j'étais au courant de tout, j'ai rien fait ». Donc comment voulez-vous que les Français, et aussi l'opposition, Madame Aupetit, parce que c'est quand même normal, je suis sûr que vous êtes d'accord là-dessus, que l'opposition fasse un travail d'alerte, mais aussi des propositions. Agnès Buzyn se défend en disant qu'elle n'a pas à connaître donc l'état des stocks stratégiques, en expliquant que quelque part là il fallait des masques, mais il aurait pu falloir des gants. Bon, ça tombe bien parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a plus de gants non plus. On se rend compte qu'on n'a plus rien du tout, surtout aujourd'hui. Rien. Rien, on n'a pas de lit de réanimation, on n'a pas de gants, on n'a pas de masques. Enfin, si les masques, on les a maintenant, mais pas tellement d'ailleurs. Non, on n'a pas de masque FFP2 pour les soignants, par exemple. Maintenant qu'on a perquisitionné, il va falloir analyser, si vous voulez. Et en fonction de ça, même pas en fonction, d'ailleurs, il va y avoir ensuite des auditions qui vont se poursuivre, et notamment des auditions des ministres concernés par les perquisitions pour qu'ils s'expliquent sur le contenu des perquisitions. Il ne faut pas exclure qu'il y ait des confrontations. Ça avait été suggéré d'ailleurs par la Cour de justice lors de l'audition de mes clients, que les soignants soient confrontés à leurs ministres. Ce que vous avez comme crise aujourd'hui dans cette crise sanitaire, c'est une deuxième crise. On le voit, c'est une crise politique. Mais politique au sens du mot. Bien sûr. Je veux dire, vraiment, du gouvernement de la cité, de la recherche du bien commun. Parce que ces gens sont incapables de gouverner. Je suis désolé, Olivier Véran est incapable de gouverner. Il faut bien que vous compreniez quelque chose d'important, et que mes clients ont dit, et que le professeur Grimaldi peut entendre, c'est que les ministres en question, Madame Véran, Madame Buzyn, Monsieur Véran et Monsieur Salomon sont médecins quand même. Et que donc, à un moment donné, si vous voulez, il est légitime que nos clients disent, attendez, il y a des médecins qui nous ont manqué, on a besoin de comprendre pourquoi des confrères se comportent comme ça. Selon vous, est-ce que Olivier Véran va rester à son poste après cette perquisition ? Écoutez, pourquoi pas? On a le précédent Gérald Darmanin qui est visé par une enquête pour viol et qui reste ministre de l'Intérieur. On a eu d'autres précédents. On a Richard Ferrand qui est au perchoir de l'Assemblée nationale et qui lui aussi est mis en examen et visé par plusieurs enquêtes. On a un gouvernement quand même qui cumule les casseroles et les enquêtes, et ça n'empêche pas les ministres en exercice de rester à leur poste. Quelle est la frontière entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale? C'est une question intéressante. La frontière est en caractère volontaire. Je m'abstiens parce que je ne sais pas, parce que le système est ainsi fait que les informations ne peuvent pas me remonter. Ça, c'est une responsabilité qui est politique et systémique. Je connais l'information, je sais effectivement que la crise va arriver, mais je ne fais rien et je ne demande pas l'état des stocks, je ne m'assure pas que les stocks soient prêts, par exemple. Là, c'est une faute pénale, parce qu'à un moment donné, j'ai la connaissance. Et donc la suite de la justice, si vous voulez, maintenant, ça va être d'exploiter les perquisitions, d'auditionner les ministres, de confronter, d'auditionner d'éventuels témoins, et ensuite de trancher sur le point de savoir s'il y a lieu ou pas, de renvoyer les ministres devant la Cour de justice ou pas. Finalement, on est au mois de janvier, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Donc, vous ne savez pas, mais elle dit qu'elle sait. Ouais, elle le dit a posteriori. Elle le dit a posteriori, elle le dit. Et puis c'est pas parce qu'Agnès Buzyn le sait que ça convainc Édouard Philippe quelque part. Mais oui, tout à fait, vous avez raison. Mais si Agnès Buzyn l'a dit à Édouard Philippe et que Édouard Philippe n'a rien fait, alors Édouard Philippe est pénalement responsable. C'est l'abstention volontaire. Mais si de bonne foi il pense qu'il n'y a pas de risque. Mais je m'en fous de la bonne foi, je veux dire. Je pense qu'il y avait l'arrogance française, nous avons le meilleur système. On voyait l'Italie qui en prenait plein la figure, mais nous, on ne prenait aucune mesure. La Chine, c'était loin, on regardait ça de haut, et on a dit sans arrêt, mais tout va bien, il y a qu'à voir les réunions même des politiques entre eux. Ils ne prennent aucune mesure. Bon, et on était dans une sorte de déni. Mais Madame Buzyn n'est pas politique, au sens même noble du terme. Elle n'était pas ministre, Madame Buzyn. Madame Buzyn, elle était haut fonctionnaire. Et elle s'est comportée en haut fonctionnaire. Encore une fois, ensuite, il y a les discours mensongers sur les masques. Alors là, c'est dramatique. Et puis ensuite, l'erreur sur les tests, qui montre qu'on est très faible même en politique de santé publique, quoi. Enfin, cette histoire, allez tester comme vous voulez tout le monde, et qu'est-ce qu'on en fait pour 37 jours? Enfin, on a jeté l'argent par les fenêtres. Je reviens en arrière un instant, mais au mois de janvier, quand Parly vous dit que les militaires qui revenaient de Wuhan n'ont pas été testés, mais enfin, c'est pas possible qu'au mois de janvier, ces gens n'aient pas été testés. Et ça surprend personne que les premiers clusters étaient dans l'Oise. Enfin, je veux dire, il faut arrêter 5 minutes, si vous voulez. Bien sûr qu'on a une forme d'incompétence, mais cette incompétence, elle n'exclut pas la question de savoir si on n'a pas regardé ailleurs pendant que la maison brûlait. Mais quand vous êtes ensuite directeur général de la santé, du coup, vous ne pouvez pas effectivement, si vous ne faites pas remonter les informations, et d'où de nouveau l'intérêt de la perquisition, si les informations ne remontent pas au ministre élu, au président que vous avez conseillé, alors il va falloir s'interroger sur le point de savoir pourquoi.
Est-ce que c'est par négligence? Peu probable. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Là où c'est la responsabilité du gouvernement, c'est qu'il a menti. Il a dit aux gens, on ne sait pas si c'est utile, on a un stock. Au Parlement, Monsieur Véran a dit, on a tous les masques qu'il faut pour même le système de soins. On a tous les FFP2, on a tous les masques. Il a menti devant le Parlement. Et pourquoi est-ce qu'il y a une rupture de confiance? Par exemple, en Angleterre, la gestion de l'épidémie est pas meilleure en termes de morts et de maladies. Mais le gouvernement n'a pas menti. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré dans ces perquisitions? Quel était l'objectif? Principalement les ordinateurs, les disques durs. L'ordinateur, les téléphones peut-être, mais peu probable. Mais principalement les ordinateurs et disques durs. Téléphone, peut-être. Mais disques durs et ordinateurs, c'est l'élément clé de toute perquisition. Et on peut remonter sur une période antérieure, j'imagine? Absolument. Pas uniquement avec la crise du Covid. Non, on peut remonter, effectivement, bien sûr. Et donc ça va être extrêmement intéressant. Quand on a un gouvernement qui nous explique que les masques ne servent à rien, et que même si on en a, ils sont périmés, et qu'ensuite on nous explique qu'il faut absolument mettre les masques partout, jusque et y compris dans les rues, le moins qu'on puisse dire, c'est que au minimum, ce gouvernement n'a pas été à la hauteur. Il faudra bien qu'il y ait des responsables. Jérôme Salomon, commission d'enquête parlementaire, Marisol Touraine, les députés lui demandent, députés ou sénateurs lui demandent, députés, qui lui demandent, mais attendez, ok, Jérôme Salomon, il a bossé avec vous, il était votre directeur de cabinet. Il dit oui, mais alors je comprends pas, il a fait remonter Emmanuel Macron, candidat à la présidence, le fait qu'on manquait de tout, mais vous, il vous l'a dit? J'espère surtout que cette affaire de masques et de manque de protection pour les Français ne se terminera pas comme un autre scandale sanitaire, comparaison n'est pas raison, celui du sang contaminé, où on avait des gens qui nous expliquaient qu'ils étaient responsables mais pas coupables. Dans l'affaire du sang contaminé, c'est intéressant l'affaire du sang contaminé, Edmond Hervé et deux autres ministres, dont Premier ministre et donc Georgina Dufoy. Peine symbolique pour Edmond Hervé, on s'en souvient, relax pour Laurent Fabius et Georgina Dufoy. Directeur général de la santé, Roux, à l'époque, 3 ans de prison avec sursis. Il est l'homme clé. Parce que c'est lui qui détient les clés de la santé publique, en fait, en France. C'est ça le grand paradoxe. C'est que les clés de la santé publique sont entre les mains d'un administratif. Il y a une protection évidente qu'on doit aux citoyens français en matière de santé, parce que si l'État ne protège pas, alors à quoi sert l'État? Mais surtout, les Français, ils ont besoin d'avoir de nouveau confiance dans la parole politique. Et c'est ça, Madame Aupetit, qui est au cœur de tous ces sujets. C'est que les Français doutent de la parole politique. On les a menés en bateau sur cette affaire de crise sanitaire. Quand je vous dis que ce pays est administré, vous en voulez un exemple parfait? Qui est Premier ministre aujourd'hui? Qui est Premier ministre aujourd'hui? Jean Castex. Jean Castex, c'est qui? Il était DHOS. Jean Castex, directeur d'hospitalisation de l'organisation des soins. C'est l'administration de la santé, Jean Castex. Jean Castex, c'est l'administratif. J'aperçois Madame Sibeth Ndiaye sur l'écran. Vous vous souvenez qu'elle nous expliquait, Madame Sibeth Ndiaye, que même si on avait des masques, on n'était pas suffisamment techniciens, nous les citoyens français, pour pouvoir les mettre correctement. Donc même si on en avait, vous vous souvenez de cette déclaration, bien on ne serait pas capable de les mettre correctement, donc valait mieux pas qu'on en ait. Tout ça, on ne peut pas l'oublier. Tout ça, la parole politique ne peut pas s'exonérer de tous ces sujets-là. Mais il y a quand même un grand absent aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, il n'y a pas de grand absent, puisque constitutionnellement, le président n'est pas responsable des actes de ses actes pendant la durée de son mandat. Enfin, des actes accomplis dans son mandat. Y compris a posteriori. Oui. C'est une immunité pour les actes commis pendant l'exercice du mandat, sauf des trucs très compliqués, alors qui étaient la haute trahison avant, mais qui est devenu un peu autre chose, dont l'esprit est celui-là. Il ne peut être mis en accusation que par la haute cour. Jérôme Salomon a disparu de la circulation. Il fait son job le plus possible en se planquant et en rasant les murs. Et concrètement, boum, une perquisition. Buzyn, pareil, Philippe, il pensait être à l'abri tranquille, il est passé à autre chose. Bon, quand même, et puis, vous avez vu, hein, il y a un truc qui est quand même un signe fort. On a confié ça à 2 cellules, la cellule police et la cellule gendarmerie. Et pourquoi on a la Cour de justice de la République qui naît? Mais parce que on avait avant le même système, un peu plus simple, que le président de la République, c'est-à-dire qu'on avait la haute cour. La haute cour qui est une cour parlementaire, où le Parlement se transforme, les 2 assemblées se transforment en juges. Il faut effectivement une inculpation de la part des 2 assemblées, et ça n'a pas été possible d'affaire se contaminer. Ce que je vous rappelle quand même, une chose importante, c'est que Emmanuel Macron, voulait supprimer la Cour de justice. Alors, tout le monde s'en est félicité, mais tout le monde a oublié un élément substantiel, c'est qu'avec la réforme de la Cour de justice, on allait vers 2 directions très dangereuses. La première, c'est que moi, je ne suis pas spécialement favorable à une récupération des dossiers par le juge de droit commun, parce que le juge de droit commun, il est surchargé. On assiste aujourd'hui à un phénomène
que je pensais pas voir de mon vivant, pour le coup. Donc on est allé très vite. On est allé très vite dans la perquisition, etc. Mais dans le temps de l'homme, dans l'histoire de l'institution, on est allé vachement vite. Et je vous garantis qu'il y aura un avant et un après sur le plan judiciaire. Il faut quand même se souvenir que dans la réforme, certes, la Cour de justice devait être réformée, mais on devait réformer aussi les cas de responsabilité pénale des ministres, et notamment exclure les abstentions. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que finalement des ministres sont poursuivis, il y a une instruction sur une abstention. Et enfin, dernier point, je vous rappelle quand même que dans cette réforme de la Cour de justice, il y avait un élément tout à fait substantiel, c'est que le président Macron voulait supprimer la possibilité de poursuivre les ministres pour les délits d'abstention. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui n'aurait pas été possible si la réforme de la Cour de justice était passée. Donc on assiste quand même à un moment historique et il ne faut pas bouder son plaisir. Or, dans la réforme de la Cour de justice, il était prévu que les ministres ne puissent être jugés que pour ce qu'ils faisaient, pas pour ce qu'ils omettaient de faire. En d'autres termes, ici, l'abstention de combattre un sinistre n'était pas pénalement répréhensible si la réforme était allée jusqu'à son terme.